Mandela a dit, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Bonsoir, chers internautes, et bienvenue dans Univers des jeunes. Aujourd'hui, nous sommes avec un enseignant et nous parlons des bonnes habitudes pour préparer efficacement les examens de fin d'année. Martial Evra-Gaudon et à la technique, je suis Denise Kounou. Notre invité, il est déjà en studio avec moi. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes. Cher invité, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais super bien. D'accord. Je vais vous demander de vous présenter afin que nos auditeurs puissent vous connaître. Ok, merci beaucoup. Je suis Faustin Komlabi Abéyon, sociologue, professeur de français et animateur d'événements. Merci. D'accord. Soyez le bienvenu dans cette émission. Merci beaucoup. C'est tout un réel plaisir, un honneur pour moi d'être dans vos locaux. Merci bien. Alors, les bonnes habitudes pour préparer efficacement les examens de fin d'année, c'est le thème autour duquel nous parlons cet après-midi dans cette émission. Et donc, nous allons commencer avec la toute première question. Qu'est-ce qu'une bonne habitude de révision pour un élève? Merci beaucoup. Les bonnes habitudes, c'est ce que nous tous nous avons l'habitude de dire. Et ce sont des dits quotidiens. Et quand nous parlons de bonnes habitudes, bon nombre de personnes vont se poser tant de questions. Les bonnes habitudes ne sont autrement rien que le comportement répété qui optimise l'apprentissage tout en préservant l'équilibre mental et physique chez l'enfant. Au-delà de ce petit comportement, je pourrais toutefois dire que la bonne habitude de révision revient à l'élève de faire le choix d'apprendre intelligemment, tout simplement. Apprendre intelligemment. Les élèves ont tendance à beaucoup apprendre, mais ne pas apprendre intelligemment. Voilà. C'est ce que je pourrais toutefois dire sur les bonnes habitudes pour la révision. D'accord. Et pourquoi est-il important pour les élèves d'adopter des bonnes habitudes bien avant les examens? On dit souvent qui va à la guerre se prépare. On ne peut jamais vouloir aller à l'examen sans toutefois adopter de bonnes habitudes. Et les bonnes habitudes permettent à tout apprenant de s'armer et de savoir ce qui l'attend devant. Et les bonnes habitudes permettent à l'élève d'avoir son cerveau en place. Parce que le cerveau se fatigue une fois qu'il est étouffé. Alors, les bonnes habitudes permettent au cerveau d'être à jour pour recevoir les apprentissages du candidat. Et quelles bonnes habitudes nous pouvons avoir vis-à-vis des élèves pour qu'ils puissent bien se préparer avant d'aller aux examens? Voilà. Par exemple, parmi les bonnes habitudes, nous allons constater qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux abondent et que les apprenants sont en étroite relation avec les réseaux sociaux. Au lieu de privilégier leurs cahiers, les annales qui sont autour d'eux, ils sont là à s'adapter aux réseaux sociaux. Alors, comme bonne habitude, je souhaiterais que les enfants puissent abandonner un tout petit peu leur téléphone et être accrochés aux cahiers, aux leçons et aux annales. Voilà, c'est une bonne habitude. Autre habitude, les élèves entre eux peuvent toutefois s'échanger. Un élève qui se prépare à un examen doit être lui-même l'enseignant et doit avoir cette notion de pouvoir partager avec ses amis ce qu'il a déjà appris. Il se prend comme un enseignant et il explique le cours qu'il a déjà appris à ses pairs, c'est-à-dire à ses amis avec qui ils sont dans la même classe. Voilà. Et quand on veut parler de révision, il faut avoir un temps pour pouvoir réviser.
Et comment est-ce que les élèves peuvent-ils aménager leur temps de révision? Voilà. Quand nous parlons de révision, avant de passer à la révision, il faut primo apprendre. L'élève qui n'a pas appris ne pourra pas réviser. Parce que la révision revient à l'élève de répéter ou bien de reprendre ce qu'il a déjà appris. L'élève qui n'a pas appris auparavant ne pourra pas réviser. Et il aura de la peine à pouvoir réviser. Et c'est difficile. Alors, pour réviser, l'élève doit en amont apprendre et laisser le temps, dès que les examens, la date des examens selon à l'approche, alors il peut toutefois s'imbiber dans la révision simplement et logiquement. Ok. Et dans la définition tout à l'heure d'une bonne habitude, vous avez parlé d'équilibre mental et physique des élèves. Qu'entendez-vous par cela? Voilà. Et quand je parle de l'équilibre mental, un élève qui a laissé ses leçons en jachère et qui veut, à un mois de l'examen, apprendre tout, aura ce que nous appelons le déséquilibre mental. Il aura la tête chaude. Il ne pourra rien retenir autant pour moi. Et il aura les maux de tête, les soucis mentaux un peu partout. C'est ça que je voudrais appeler par l'équilibre mental. L'élève qui sait se préparer n'aura pas ce souci. Mais l'élève qui, dès le premier jour de la rentrée, ne s'est pas préparé à l'approche des examens aura ce problème de déséquilibre mental. Parce qu'il aura la tête surchauffée, comme le cas de Clinguet dans les romans et autres. Voilà. Mais vous avez également fait mention de physique. Oui, physique. Quand le mental est touché, le physique aussi est touché. L'élève serait stressé et ne pourra rien recevoir, ni avoir pour aller déverser. Alors, l'élève qui, dès le premier jour, ne s'est pas préparé, physiquement, il ne serait pas stable. Il tombera malade, il sera stressé, il serait au beau milieu. Il ne saura là où aller. Faut-il attendre telle matière, avant telle matière, il sera dans un dilemme total. Voilà. Et toujours dans la définition d'une bonne habitude, vous avez également fait mention de apprendre intelligemment. Vous avez dit que les élèves apprennent, mais ils n'apprennent peut-être pas intelligemment. Comment est-ce qu'on peut apprendre de façon intelligente? Voilà. Apprendre intelligemment revient à tout apprenant à se programmer. Voilà. Nous appelons certaines matières des matières compliquées et d'autres des matières simples. Par exemple, pour certains, les matières scientifiques sont des matières compliquées. Et pour d'autres, les matières scientifiques sont des matières simples. Alors, chaque élève doit tout faire pour connaître sa capacité. Pour connaître sa capacité, savoir dans quelle matière il est fort et dans quelle matière il est faible. Et apprendre intelligemment revient à chacun des élèves de commencer par les matières les plus difficiles pour achever avec les matières les plus faciles. Voilà. C'est une manière d'apprendre intelligemment. Aussi, apprendre intelligemment revient à l'élève à espacer plutôt le temps. Il y a certains élèves qui prennent toute une heure ou 2 heures pour apprendre une seule matière. Ça étouffe le cerveau. Alors l'élève peut espacer sa manière d'apprendre 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Ça, c'est apprendre intelligemment. Voilà. Et donc, que conseillez-vous aux élèves qui ont du mal à se concentrer? Voilà. La concentration, vraiment, c'est une notion qui demande à ce que l'environnement soit bon. Quand l'environnement d'apprentissage de l'enfant n'est pas bon, l'enfant ne pourra, ou l'élève ne pourra jamais se concentrer. Alors, je lance déjà un appel solennel aux parents de veiller à ce que le cadre d'apprentissage de leur enfant soit bon et stable. Le cadre où il y a du bruit ne pourra jamais permettre à une concentration. Voilà. Donc, la concentration demande à ce que l'enfant soit dans un environnement sain, un environnement sans bruit, un environnement qui permet à l'élève d'apprendre aisément et de mémoriser aisément. Merci.
Et quand vous parlez d'environnement, est-ce que c'est seulement la maison ou l'école ou bien il y a d'autres endroits où les élèves peuvent également apprendre? Voilà, l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. L'école, c'est un environnement. Quand l'élève est à l'école et que les amis avec lesquels il vit sont en parfaite relation, je pense que cet environnement est sain pour l'apprentissage. Même à la maison, s'il est en parfaite relation avec ses parents, ses petits frères, il est dans un environnement sain pour l'apprentissage. N'importe où il sera, il va falloir que l'environnement soit sain, que l'environnement soit calme pour faciliter euh, une bonne optimisation au service. Et il y a également un phénomène qui se passe lorsque les élèves veulent réviser. Il y en a qui prennent beaucoup de temps et qui révisent à la dernière minute. Que pensez-vous donc des révisions de la dernière minute? Je l'avais dit précédemment, les révisions de dernière minute sont inefficaces. Un élève qui attend le dernier moment pour réviser sera surpris désagréablement à l'examen. Parce que quoi, la mémoire, je l'avais dit précédemment, c'est comme la carte mémoire. Quand les choses sont trop sur la carte mémoire peut se venir. C'est comme le cerveau. Quand l'élève attend le dernier moment pour apprendre, je voudrais confirmer que les révisions de dernière minute sont inefficaces pour tout apprenant. Et ça provoque d'ailleurs la fatigue chez l'apprenant et cela ne permet pas à l'apprenant de réfléchir le jour J. Et à part la fatigue, justement, quel mot peut engendrer la révision de dernière minute sur la santé des élèves? Voilà, la révision de dernière minute stresse déjà l'enfant. Et l'enfant sera dans un dilemme total et pourra toutefois tomber malade. Parce que quoi, quand l'élève va décider de réviser, je l'avais tantôt dit, que réviser revient à apprendre d'abord. L'élève qui veut réviser en dernière minute, cela stipule qu'il n'avait pas appris au prime abord. Alors, il va concentrer tout son temps, toute son énergie à pouvoir assimiler au dernier moment. Et cela déjà va engendrer le stress mental. Et quand il a le stress mental, il va tomber malade. Il va tomber malade et ne pourra même pas aller composer le jour J. Voilà. Et en tant qu'enseignant, est-ce qu'il y a un programme que vous établissez peut-être en début d'année pour permettre à vos élèves de pouvoir, je sais pas, de pouvoir apprendre au fur et à mesure que vous évacuez les cours? Ou alors comment ça se fait? Voilà, nous leur demandons toujours qu'après un cours, un bon élève doit devoir lire ce cours. Et la lecture de ce cours, même si l'élève n'arrive pas à tout mémoriser le même jour, la lecture déjà permet à l'élève d'acquérir des notions sur la leçon ou sur le chapitre. Mais un élève qui ne lit pas le cours et laisse le cours en jachère aura de la peine les jours suivants à pouvoir lire. Alors nous leur demandons de lire toujours le cours à chaud. Une pâte qui est toujours mangée à chaud, une pâte qui est toujours délicieuse et ça facilite la digestion selon la conception personnelle. Voilà, donc nous leur demandons de manger à chaud le cours. Mais étant donné que nos enfants sont toujours ce qu'ils sont, ils ont tendance à laisser ce que nous leur disons de façon aléatoire. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer peut-être le stress de vos élèves en salle lorsqu'ils ne suivent pas forcément les conseils que vous leur donnez en ce qui concerne les révisions? Peut-être qu'ils n'en font qu'à leur tête et après, lorsqu'il y a des répercussions comme le stress, vous l'avez mentionné, ou encore des maladies, comment vous, en tant qu'enseignant, vous arrivez à encadrer ces élèves-là en salle? Voilà, ces cas sont souvent présentés à nous. Et en tant qu'enseignant, nous sommes au primon des transmetteurs de savoir. Mais au-delà de ce titre de transmetteur de savoir, nous sommes en quelque sorte un coach.
Nous sommes un coach pour ces apprenants-là. Alors, nous les appelons, nous discutons avec eux, nous les guidons et nous les orientons et nous leur donnons la bonne directive. Et les élèves qui sont prêts à nous écouter, nous écoutent et appliquent nos dits et le résultat est toujours fructueux. Et donc, à part, bon, on va le prendre dans un sens plus général. Quel est donc le rôle des enseignants dans la préparation des élèves aux examens de fin d'année? Voilà, je l'avais dit tout à l'heure, que le premier rôle d'un enseignant, c'est transmettre quoi? Le savoir aux apprenants. Et au-delà de ce rôle de transmetteur de savoir, il est déjà un coach. Nous savons, un coach milite toujours à ce que son équipe gagne. Et notre équipe, ce sont nos élèves. Et nous militons quotidiennement à ce que nos apprenants réussissent à l'examen. Et tout enseignant a ce plaisir de voir ses enfants ou ses élèves réussir. Alors, étant coach, nous faisons tout ce qu'il faut faire. Nous clarifions les attentes de l'examen et les critères d'évaluation. Comment les élèves doivent présenter, ou les candidats, parce que bientôt ils seront à l'examen. Donc, nous n'allons plus les appeler des élèves, mais des candidats, des potentiels candidats d'ailleurs. Comment ils seront notés? Quels sont les critères d'évaluation? Nous leur parlons de tout ça là. Et en plus de cela, nous proposons des épreuves pour faciliter leur apprentissage de dernière minute. Et en plus de cela, je l'avais dit, nous les encourageons. Nous arrivons à identifier les élèves faibles et les élèves forts. Et nous savons comment répartir les exercices, les conseils pour chaque élève. Étant coach, nous sommes prêts à faire même des candidats faibles, des candidats forts. Nous transformons les candidats faibles à nos yeux des candidats forts. Et à l'examen, Dieu faisant, ils sortent heureux. Et là, vous venez de parler du rôle qui concerne les enseignants. Mais à part les enseignants, il y a également les parents d'élèves. Et vous-même, à part le fait d'être enseignant, vous êtes sûrement parent. Et en tant que parent, que pensez-vous que les parents doivent apporter à leurs enfants pour qu'ils puissent réussir ou bien pour qu'ils puissent bien se préparer aux examens? Voilà. La réussite d'un apprenant dépend de plusieurs facteurs. Les parents font partie, les enseignants font partie, les professeurs, je l'avais dit, les enseignants, y compris les enfants. Particulièrement pour les parents, ils ont déjà investi. Personne ne pourra vouloir investir sans résultat. Ça, c'est faux. Donc, en tant que parent, je voudrais lancer d'ailleurs un appel solennel à tous les parents d'être un soutien logistique et émotionnel pour leurs enfants. Voilà, au-delà de cela, ils doivent veiller à un cadre de vie sain, contrôler leur enfant pendant ces derniers moments de dormir. Parce que quoi, le cerveau favorise, le sommeil plutôt favorise une bonne acquisition pour le cerveau. Quand l'élève dort suffisamment et quand il se réveillera pour apprendre, le cerveau est prêt pour acquérir, pour recevoir. Donc, les parents, ils ont déjà investi. Alors, ils doivent veiller à ce que le sommeil soit réglementé pour leur enfant. Ils doivent de temps en temps encourager leur enfant par des petits gestes en revenant du service. Pourquoi ne pas acheter, même si c'est du pain milk, pourquoi ne pas l'apporter? Un petit cadeau pour encourager l'enfant, pour dire à l'enfant qu'aujourd'hui tu as peut-être 10. La prochaine fois que tu auras 12, ce sera autre chose. Donc, des encouragements graduels. Quoi. Voilà, comme le dit un écrivain Rodolphe, l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est pour la plante. Voilà. Un parent qui sait encourager son enfant arrose une plante qui portera des fruits et ce fruit sera mangé par celui qui l'a arrosé. Merci. Et donc, nous allons continuer. Il y a également sûrement quelques erreurs que les élèves commettent avant d'aller en examen.
quelles peuvent être ces erreurs-là qui peuvent porter atteinte à leur réussite? Voilà, les erreurs sont ce que j'avais déjà dit. Ils doivent éviter de négliger le sommeil. Il y a des élèves, je l'avais tantôt dit, que les élèves ont tendance à tout abandonner. Et quand les derniers moments arrivent, ils veulent accumuler tout. Dormir à 22 heures et se réveiller à 3 heures pour apprendre. Ça, c'est pour fatiguer le cerveau. Les élèves doivent éviter de négliger le sommeil pendant ces derniers moments. Et en plus de cela, ils ne doivent pas se comparer aux autres, c'est-à-dire se comparer à leur père, c'est-à-dire aux amis, aux camarades. Voilà. Il y a certains enfants qui ont tendance à se comparer. Ah, moi, je suis trop faible et ça frustre. Donc, ils doivent éviter de se comparer. Et chacun doit chercher à connaître ses potentiels et chercher à connaître également ses faiblesses et chercher à relever le défi. Voilà, ils doivent éviter de se comparer. La comparaison est bonne, mais ça frustre. Et en plus de cela, ils doivent éviter d'accumuler les cours et pour les lire en dernier moment. Ce sont des erreurs à éviter. Et en plus, l'erreur grave que les élèves commettent, c'est pendant la salle de classe, l'élève, le candidat a trouvé la bonne réponse, mais il a toujours tendance, n'étant pas confiant, ils ont toujours tendance à voir si l'autre a écrit mieux que ce que lui. Et en voulant voir ce que l'autre a écrit, ils effacent ce qu'ils ont trouvé de bonnes réponses et écrivent ce que l'autre a écrit qui est erroné. Voilà. Donc, les élèves doivent éviter de se négliger. Ils doivent se donner du tonus. Ils doivent savoir qu'ils sont eux-mêmes prêts pour réussir. Voilà. Ils sont en quelque sorte le concepteur de leur réussite. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la négligence du sommeil. Oui. Peut-être dans certains cas, il y a certains élèves qui se disent, bon, je vais apprendre, je vais veiller jusqu'à l'aube. Et dans certains cas, voilà, justement, ils se couchent peut-être à 22h, à 23h pour se réveiller à 4h du matin. Et ça agit sur leur système, sur leur santé, comme vous venez de le dire. Maintenant, comment est-ce que ces élèves-là doivent faire pour aménager leur temps? Parce qu'on se dit que du coup, il y a la peur aussi qui s'installe, nous allons parler également. Mais comment est-ce qu'ils doivent gérer le temps pour apprendre? Voilà, la gestion du temps revient à une planification. Et je voudrais tout simplement inviter nos candidats à faire des révisions espacées. Les révisions espacées consistent à se fixer des objectifs. Quand je sais que je n'avais pas appris dès le début de la rentrée et que je suis talonné par le temps et qu'il faut nécessairement que j'apprenne pour réussir, alors pour éviter de tomber malade, pour éviter d'être trop stressé et avoir le déséquilibre mental, les élèves doivent apprendre de façon espacée. Ils doivent faire des révisions espacées. Quand nous prenons par exemple une matière, l'élève doit se fixer des objectifs. Pour cette leçon, les objectifs spécifiques sont là. Alors, je dois, dans 30 minutes, capter ces 3 objectifs spécifiques-là. Alors, dans les 30 minutes, quand il arrive à atteindre cet objectif, il doit prendre un repos de 5 minutes pour amener le cerveau à se stabiliser avant de recommencer avec une autre matière. Ce sont les méthodes plus simples. Et c'est ça que nous appelons apprendre intelligemment. L'élève peut vouloir tout apprendre dans 1 heure, mais dès qu'il sera en face d'un sujet, il peut tout oublier. Voilà. C'est à quoi je voudrais en venir. L'élève va veiller à apprendre tout, mais dès qu'il sera en face du sujet, il va tout perdre. Il ne va plus se retrouver et le stress s'installe. Il ne saura quoi faire. Et il est bloqué. Et quand il va sortir après une matière, ce sont des lamentations. Ça dérange. Et en tant qu'enseignant, quand nous les voyons dans la cour, ça nous frustre, mais nous ne pouvons rien. Le temps est déjà imparti. Voilà. Et donc, j'avais parlé de la peur tout à l'heure. Je me souviens quand on était en terminale, il y avait une camarade
qui avait tellement peur d'échouer le premier jour du premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour, c'est-à-dire jusqu'à la dernière journée de l'examen. Elle avait peur d'échouer en fait. Et nous, on ne comprenait pas. On se demandait, mais pourquoi est-ce qu'elle a peur? Elle n'a jamais fait la terminale, mais pourquoi est-ce qu'elle a peur d'échouer? Et j'imagine que chez d'autres élèves, ça doit être le cas. Mais comment est-ce qu'ils doivent faire pour venir à bout de cette peur-là, dont on ne connaît même pas la source? La peur provient des objectifs qui n'étaient pas fixés dès le début. Quand l'élève attend le dernier moment pour apprendre, il aura la peur d'échouer. Et quand il a la peur, il ne pourra rien. Soit il va tomber malade, ou soit devant l'épreuve, il va craquer. Voilà, pour surpasser la peur, l'élève doit avoir ce que nous appelons un bon coach. Et l'élève doit avoir un enseignant prêt à l'orienter. L'élève doit avoir un parent prêt à l'encourager. L'élève doit avoir un père, c'est-à-dire un camarade prêt à l'aider. Et pour surpasser cette peur, l'élève doit avoir confiance en lui-même. Il doit avoir confiance en lui-même. Savoir que, en début d'année, je n'avais pas appris. Maintenant, il est temps que j'apprenne pour réussir. Mais il n'a pas appris. Le juge, il ne peut qu'avoir la peur. Maintenant, pour surpasser cette peur, il est dans la contrainte de vivre avec le présent. S'il échoue, alors il va recommencer l'année prochaine. Pour éviter le stress, la peur, l'élève doit en amont se préparer. Voilà. Mais en fait, je n'ai pas vraiment trouvé satisfaction parce que ce que je voulais dire, ce n'est pas une peur qui est liée au fait que l'élève n'apprend pas ou bien n'a pas appris dans les temps en fait. C'est que la personne a peur d'échouer. Même si elle apprend, elle a juste peur d'échouer. Il y a cette phobie-là, c'est pas cette petite voix qui lui dit que peu importe ce que tu vas faire, c'est que tu vas échouer. Peut-être ce que la personne a entendu dire de cette salle d'examen, que la terminale, ce n'est pas facile, surtout pour certaines séries, ce n'est pas vraiment évident. Et donc, il y a cette peur-là qui s'installe dans la tête de l'élève. C'est de cette peur-là que je veux parler en fait. Voilà, cette peur, les élèves entre eux sont souvent désorientés. C'est pourquoi j'aime dire à mes enfants de faire le tri de leurs amis pour savoir faire le tri. Quand tu côtoies ceux qui ont des mentalités négatives, tu ne peux qu'avoir cette peur. Mais quand l'élève là coachait ou bien vivait ou entretenait des relations amicales, pas notre relation, la relation amicale avec ses camarades, et que ces gens-là ont la pensée positive, je ne pense pas que ce dernier ou cette dernière aura cette peur jusqu'à l'extrême. Voilà. Peut-être ce qu'il a écouté ou ce qu'elle a écouté, c'est ça qui l'amène à être trop stressé ou je ne sais pas dire. Donc, il faut que l'élève sache faire le tri de ses amis. Voilà. Quand tu me côtoies et que je te parle de la négativité, tu ne vas que prendre les choses pourtant positives, négatives. Alors, les élèves doivent faire le tri de leurs camarades et viser l'un. Voilà. La peur, ça vient naturellement, mais ça peut repartir quand vraiment c'est préparé. Et donc, il est 14h dépassé de 30 minutes. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes. Nous sommes avec M. Faustin Adénion et nous parlons des bonnes habitudes pour pouvoir préparer efficacement les examens de fin d'année. Et donc, une question a été posée aux différents élèves, à certains élèves plutôt. Comment est-ce qu'ils arrivent à se préparer pour les examens de fin d'année? Nous avons recueilli leurs avis. Écoutez. Pour les amis, on fait les mises à jour des cours, des leçons. On a reçu dans les premières années, dès qu'on est arrivé à l'école, on essaie de les réviser pour ne pas être tombé lors de les années. Quand on va nous présenter, c'est pour je me prépare en suivant les révisions en classe, en demandant les questions au prof, je ne stresse pas, j'apprends, je dors, et une vie saine aussi. Et puis, oui, c'est comme ça que je me prépare pour l'examen. Je révise les cours, mais j'ai l'impression de ne rien tenir. Je suis sûre que jusqu'au moment de l'examen, j'essaierai de faire de mon mieux. Je mets à fond.
je vais au TD et je traite des exercices. Je dérange les professeurs aussi avec les exercices pour m'aider à mieux comprendre et je fais beaucoup de recherches. Univers des jeux. Voilà, ce sont là quelques avis des élèves que vous venez d'écouter sur la question comment est-ce qu'ils arrivent à se préparer pour affronter les examens de fin d'année. Monsieur Faustin, qu'en pensez-vous? C'est tout à fait évident. Je l'avais dit, quand on va à une guerre, on peut toutefois être animé de peur, on peut toutefois être stressé. Mais quand on est sûr de soi, peu importe le niveau ou le degré de sa peur, on peut toutefois la surpasser. Alors, j'invite ces apprenants qui, jusqu'alors, sont animés de peur à surpasser leur peur. Il n'y a rien qui sera demandé qui n'est pas au programme. Les questions qui seront posées à l'examen ont été déjà traitées, peut-être avec les enseignants, et peut-être qui sont en cours d'être traités. Alors qu'ils soient confiants et qu'ils se disent que moi, tel candidat, peu importe la nature du sujet, je réussirai. Voilà, ce sont des pensées positives à se donner. Je dois réussir. Quand un élève déjà commence par se poser des questions, est-ce que je vais réussir? C'est normal de se poser des questions, mais c'est tout à fait normal de se redonner du tonus. Ah, peu importe la nature, je réussirai. Voilà, c'est une manière si forte de se donner du courage et d'affronter les difficultés. Les problèmes arriveront toujours, mais nous devons tout faire pour les surpasser. Voilà. Il y a une intervention parmi ce que nous venons d'écouter tout à l'heure qui disait que c'était, je pense, c'est une fille qui dit depuis qu'elle apprend, elle ne retient rien. Elle n'a rien retenu de ses révisions, mais qu'elle espère que jusqu'à ce que les examens vont arriver, elle pourra s'en sortir. À une personne qui dit ça, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Voilà, l'élève là a beaucoup appris, mais n'a pas appris intelligemment. Voilà, c'est ce que je parlais depuis. La fille là a beaucoup appris, mais ne pourra pas se retrouver. Si c'est qu'elle avait appris intelligemment, peu importe, elle retiendra coûte et coûte quelque chose. Elle ne sait pas fixer d'objectif. Avant que je n'aille prendre un cours, je dois me fixer des objectifs. Ah, je ferai 30 minutes. Dans les 30 minutes, ah, je dois retenir telle définition, telle définition, telle définition et telle chose. Après les 30 minutes, si je n'arrive pas à retenir, alors je dois me remettre en cause. Yeah. Voilà. Si l'élève est là, ne se fixe pas des objectifs, il apprend seulement, c'est impossible. La mémoire ne peut pas faire de la magie. La mémoire ne peut jamais faire de la magie. La mémoire se fatigue. La mémoire, c'est comme nous-mêmes. Nous punissons la mémoire sans savoir. Donc, c'est tout à fait normal qu'elle dise cela. Mais je voudrais l'encourager. Rien n'est tard. Elle peut toutefois se corriger et se relancer. Merci. Il y en a d'autres également qui ont parlé de travaux dirigés, de TD auxquels ils assistent et puis ils dérangent beaucoup les professeurs avec des questions. Mais je pense qu'en fin d'année, lorsque les examens de fin d'année approchent, il y a beaucoup de TD qui se font, surtout des professeurs qui organisent, en fait, chaque professeur organise des travaux dirigés pour sa matière. Mais lorsque ces travaux dirigés-là sont accumulés, ne pensez-vous pas que c'est un peu trop pour les élèves, mais ça participe également voilà, au planning des révisions? À l'éveil, nous avons l'habitude de dire « la soubangle n'a beaucoup de viande ne gâte pas la sauce. Donc, l'intention première, c'est de transformer les faibles en forts. Et nous avons l'habitude de le dire, qu'un but sans plan n'est qu'un souhait. Voilà. Une fois qu'il y a le but, nous devons avoir un plan. Et le plan, c'est faire des travaux dirigés, c'est d'amener les enfants à venir pour encore assister de nouveau. Et pendant cette idée, ce ne sont pas les cours
intégrales qui se font, mais ce sont des exercices, des épreuves déjà traitées qui sont revisitées, pas retraitées, revisitées. Voilà. Je l'avais dit, pendant ce moment, si un élève traite encore des exercices, il est très en retard. C'est le moment de revisiter les exercices qui ont été déjà traités. Voilà, donc pendant ces moments et pendant cette période de TD, nous amenons les enfants à revisiter les exercices qui ont été déjà traités, les épreuves déjà traitées et les épreuves de différentes régions. Nous les recevons et nous les parcourons avec ces apprenants. Et 90% sont des réponses qui viennent de ces épreuves traitées. Voilà. Et vous, en tant qu'enseignant, il fut un moment où vous étiez également élève. Si. Vous avez été sur les bancs, vous avez également passé les examens de fin d'année. Vous n'êtes pas forcément de notre époque de 2026 actuellement, mais en votre temps, comment est-ce que cela s'est fait? Notre temps, Oui. où il n'y avait même pas les réseaux sociaux, oui. il y avait les réseaux sociaux, mais ce n'était pas si intense comme ça. Je pourrais dire qu'à notre temps, nous étions, ou nous fûmes, plus concentrés qu'aujourd'hui. Et nous étions plus conscients qu'aujourd'hui. Et nous savons nous fixer des objectifs et nous travaillons de façon solidaire. Et c'est ce qui fut fait. Nous travaillons, nous traitions des exercices et on se gênait quand on n'arrive pas, ou bien quand on n'arrivait pas à comprendre. Et on est appelé à s'efforcer pour comprendre. Mais ce que moi je vois aujourd'hui, c'est que nos jeunes ont tendance à tout prendre à la légère. Voilà. Ils pensent que tout est déjà gratuit, tout est déjà à leur portée. Ils sont là. Moindre chose, ils laissent tomber le cours, les annales, et ils vont sur IA pour télécharger et voir, et c'est fini. Pourtant, quand ils vont avoir le culot, l'audace de prendre la craie, aller au tableau, déverser ou accoucher l'exercice du haut jusqu'en bas, ils vont voir là où ils ont fauté, recorriger leurs lacunes, et cela va leur donner plus de performance que d'aller prendre le corrigé-type en même temps. Dans le temps, nous, avant de trouver un corrigé-type, qui es-tu? Mais aujourd'hui, tout est gratuit. Les élèves n'ont plus cette chance d'aller chercher, d'aller fouiller avant de trouver. Donc, dans notre temps, c'était vraiment difficile, mais on s'est démerdé et aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Ouais. Et vous venez également de faire mention de l'intelligence artificielle. On sait que nous sommes actuellement à l'ère de l'IA et elle a également ses qualités tout comme ses défauts. Mais nous ne pouvons pas refuser actuellement, les élèves sont à fond, ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle même à l'insu de leurs parents ou encore à l'insu de leurs enseignants. Mais pensez-vous que l'intelligence ou encore l'usage de l'intelligence artificielle peut être bénéfique pour un étudiant qui se prépare à aller en examen de fin d'année? Pour un étudiant, élève. Si nous disons étudiant, ça pourra toucher le haut niveau. Oui, maintenant, cadrons le sujet. Oui, pour un élève, ça pourra être bénéfique à condition que l'élève-là soit conscient et que l'élève-là connaisse au premier abord des notions. Parce que l'IA a ses qualités et défauts. Oui. L'IA fournit des réponses non fiables. Oui. L'IA fournit des réponses non fiables. Et des réponses qui ne cadrent pas avec le programme officiel que nous exerçons. Voilà, donc l'IA peut être bénéfique pour un élève déjà intelligent, pour un élève qui a déjà les acquis. Mais un élève qui n'a pas d'acquis et qui veut coûte et coûte se plier à l'IA va passer à côté de la véracité. Voilà. Okay. Et donc, nous allons continuer. Nous avons parlé du stress. Ouais. Qu'il y a le stress qui s'installe
dans la tête des élèves lorsqu'ils n'apprennent pas à temps et tout. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à gérer le stress? Parce que quand on était à l'école, bon, pour moi personnellement, pour gérer mon stress, c'est que je devais écouter de la musique et regarder un peu de dessins animés. Et puis ça passe après, je retourne au cahier. Mais actuellement, comment est-ce que les élèves peuvent gérer le stress? Voilà, vous avez déjà donné une approche de solution. À la maison, le stress peut être géré en se livrant à un film d'une heure de temps, de 30 minutes, à la musique de quelques minutes. Mais une fois que l'élève est déjà au centre pour composer et que le stress autant pour moi, est à un niveau supérieur, c'est ce à quoi je voudrais en venir. L'élève peut toutefois, le stress est naturel, hein. Ça peut arriver à tout individu. Moi qui suis ici, je peux toutefois être animé par le stress à n'importe quel moment. Vous aussi, monsieur aussi, et c'est naturel. En face d'un problème où on n'a pas la solution en main, on peut toutefois être stressé. Maintenant, comment arriver à dompter le stress? On peut toutefois faire la marche de quelques minutes dans son lieu, c'est-à-dire là où on se retrouve en ce moment idéal. On peut toutefois faire la marche de quelques minutes, pas une marche pour montrer à tout le monde qu'on est stressé. On peut toutefois se détendre. On peut pas se détendre en marchant, faire le tour. Ça peut également calmer le stress. On peut toutefois utiliser des pensées positives. Par exemple, un élève qui est stressé au jour J ou devant une épreuve, il se sent trop stressé, il peut toutefois se dire: ah, je ne vais pas échouer, mais plutôt je vais réussir. C'est déjà une pensée positive qui écarte le stress. Ça élimine à 100% le stress. Voilà. Moi qui suis ici, je ne suis pas là pour échouer, mais je suis là pour réussir. Déjà, c'est une pensée positive qui change tout, du pied jusqu'à la tête. Et pour finir, quand le stress est arrivé au top, il faut respirer. S'il faut boire de l'eau, il faut le faire. Voilà. D'accord. Et bon, déjà, on reste dans cette même lancée pour vous demander de donner des astuces pratiques qui peuvent permettre aux élèves de pouvoir bien réviser et pour aller en examen. Voilà. Pour bien réviser, je l'avais déjà dit, réviser revient à revisiter ce qui a été déjà appris. Donc, pour ces derniers moments, j'invite solennellement nos candidats à savoir que l'objectif doit être atteint. L'objectif, c'est de réussir en fin d'année. C'est de ne pas gaspiller les dépenses des parents. Alors, c'est de ne pas gaspiller son énergie. Alors, qu'est-ce qu'ils doivent faire en ces derniers moments? Se donner des pensées positives, faire des révisions espacées, arriver à se prendre comme un enseignant et à expliquer des leçons, des chapitres à ses pairs. Ah, deux amis ensemble, ah, cher ami, je voudrais partager des notions que j'ai acquises sur cette leçon avec toi. Et l'élève commence à s'exprimer, à donner des notions sur une leçon à son père. Et déjà, avec ça, il est en train de mémoriser. Voilà. L'apprentissage doit être espacé, c'est tout. Visiter, revisiter l'exercice déjà traité, retoucher les leçons qui peinent à être enregistrées. Voilà, il y a des leçons qui sont fondamentales et qui reviennent toujours. Alors, les élèves doivent aller à la quête des épreuves, c'est-à-dire des anciennes épreuves pour les reprendre. Voilà. Un élève qui va à l'examen sans traiter des anciennes épreuves ne pourra pas être dans la logique d'un examen. Voilà. Il faut déjà s'exercer avec les anciennes épreuves pour savoir où mettre son pied. Voilà. Il y a un adage, Bernard de Lindadier, qui a dit: le travail et après le travail, l'indépendance. Mon enfant,
n'être à la charge de personne, telle doit être la devise de votre génération. Et il te faut toujours fuir l'homme ou l'être qui n'aime pas le travail. Alors, en cette dernière période, tout candidat doit fuir son ami qui n'aime pas le travail. Voilà. Si en ces derniers moments, un candidat va vouloir être ami ou va vouloir cheminer avec son camarade qui est paresseux, alors il ne sait pas là où il va. L'objectif est déjà fixé, alors il faut être ami avec ceux qui sont dans l'objectif. Voilà. Merci à vous. Et donc, il est 14h46 dans le studio Bleu Blanc de notre site de radio. Nous sommes dans l'émission Univers des jeunes et nous parlons aujourd'hui des bonnes habitudes pour pouvoir préparer efficacement les examens de fin d'année. Pour cela, je suis avec le professeur Faustin Adignon, avec qui nous avons discuté autour de ce sujet-là. Et donc, nous allons marquer une toute petite pause et revenir pour la fin. Et donc, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. J'ai quelques petites questions avant de finir. Vous êtes professeur de français. Dans votre matière, comment est-ce que vous gérez les révisions avec vos élèves? La langue française Oui. est une langue qui dérange vraiment nos apprenants d'aujourd'hui. Oui. Mais nous arrivons à les orienter. Nous arrivons à faire de ces enfants des experts. Donc, dans ma matière, qu'est-ce que je fais? Je traite toujours des épreuves avec les apprenants. À part le cours, il faut des exercices. Alors, avant que mes enfants ne partent à la maison, je leur donne toujours une épreuve à traiter avant de revenir. Et déjà, ça permet aux enfants d'aller faire des recherches et de revenir me poser des questions. Et pendant que nous sommes en train de traiter l'exercice, je cherche à voir ce que chacun a fait. Et chacun essaie de relever ses difficultés et je corrige ces difficultés au fur et à mesure. Et les élèves qui, au début de l'année, recevaient des 7, des 8, jusqu'à ce moment-ci, arrivent à s'en sortir avec des 12, des 13, et ceux qui étaient dans les 15 sont déjà dans les 19. Je voudrais rassurer à tout apprenant que l'exercice, le fait de s'exercer est le meilleur moyen de réussir. Donc, je traite beaucoup d'exercices avec mes apprenants. Ça fait que devant les épreuves, ils ne font que rire. Ah, ça c'est Zoru. C'est Zoru, vraiment. Et donc, nous allons terminer avec la toute dernière question. Quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit et des élèves, et des parents, et des enseignants, afin de pouvoir aider ces élèves-là qui sont en voie d'aller en examen de fin d'année? Ok. Primo, je commence par nos chers apprenants qui sont d'ailleurs des candidats potentiels. Je les appelle souvent des candidats potentiels et ça leur donne du culot de continuer. Qu'ils croient en leur effort. Voilà. Qu'ils croient en leur effort. L'examen n'est qu'une étape pour démontrer son savoir. L'examen n'est qu'une étape pour démontrer son savoir. Donc, ils doivent croire en eux-mêmes, croire en leur effort et c'est tout. Ils doivent savoir qu'ils vont à l'examen pour démontrer leur savoir, ce qu'ils connaissent déjà. Ce n'est pas le jour de l'examen qu'ils vont encore apprendre. Ils ont déjà appris. Donc, qu'ils croient en leur effort et qu'ils aillent déverser ce qu'ils ont déjà appris. Merci. Et secondo, aux parents, je souhaiterais que les parents offrent de la bienveillance aux enfants. Et ce que je voudrais dire par là, que les parents aient la confiance en leur enfant, tout en étant un meilleur moteur pour leur enfant. Voilà, ils doivent accompagner leur enfant, même jusqu'au dernier jour. Le premier jour, pourquoi ne pas aller déposer son enfant au centre? Pourquoi ne pas, à midi, venir chercher son enfant? Pourquoi ne pas être dans ce bref délai partenaire officiel de son enfant?
être un coach pour son enfant pendant ce petit temps-là. Le déposer le matin, veiller à ce que son enfant prenne sa carte. Être en quelque sorte son coach pendant ce bref délai. Voilà, c'est juste ce que je voudrais que les parents fassent en ces derniers moments. Et pour les enseignants, et c'est notre devoir, étant transmetteur de savoir, étant coach, nous sommes appelés toujours à être des guides inspirants jusqu'au dernier jour. C'est-à-dire quoi? En ces moments, il y a des enseignants très inspirés, ils piquent une épreuve et par hasard, c'est l'épreuve-là qui vient à les donner. Donc, nous devons être des guides inspirants pour les candidats, même jusqu'au dernier jour. Merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, il est 14h52. Nous avons 3 minutes pour rendre l'antenne. Et donc, je vais vous demander votre mot de la fin. Voilà, mon mot de fin, je voudrais tout d'abord jeter des fleurs à tout le personnel de Radio Sprint de m'avoir accepté dans leurs locaux et de partager le peu de connaissances que j'ai acquises dans mes cursus scolaires et dans mes parcours. Ça me va tout droit au cœur. Alors, étant de passage, je voudrais par cette occasion dire à tous nos enfants, à tous nos candidats d'être toujours persévérants. Rien n'est tard. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. La réussite est toujours sur le chemin de celui qui s'exerce. Et nous avons l'habitude de dire que la réussite est au bout de l'effort. Alors, on peut toutefois tomber, mais l'essentiel est de se relever. Alors, j'invite tous les enfants qui traînent encore avec des lacunes à se relever pour remonter et affronter les examens dans les jours suivants. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Monsieur Faustin Adélion. Il est professeur de français et c'est lui notre invité dans cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Et donc, chers amis, nous voici à la fin de cette émission. Merci beaucoup à vous d'avoir été des nôtres du début jusqu'à la fin de Univers des Jeunes. On se donne rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.